Mon absence se justifiait par le fait que je voulais que le Conseil exécutif prenne une décision sur la représentation du Mali au Conseil exécutif. C'est qu'étant donné que je suis le président du gouvernement de la République soudanaise et le président de la Fédération du Mali, et que cette fédération a certaines compétences dont les deux États se sont dessaisis, je pourrais donc au Conseil exécutif intervenir au nom de la République soudanaise et au nom de la Fédération du Mali qui groupe le Soudan et le Sénégal. Eh bien, c'est parfait. Je crois que cette conversation avec le général de Gaulle a duré très longtemps, a duré plus d'1 heure. Je suppose donc que vous avez abordé d'autres problèmes. Puis-je vous demander lesquels? Oui, nous avons abordé des problèmes touchant l'évolution de l'Afrique. Et j'ai eu la satisfaction de constater que le général de Gaulle est très ouvert sur cette question et qu'il n'écarte pas a priori devant le problème que va poser l'indépendance du Cameroun et du Togo, une éventualité d'une promotion politique des États de la communauté. Alors, le Mali, un pays que l'on associe souvent à l'instabilité, aux crises, aux conflits. Et pourtant, derrière les images du présent, il y a une histoire immense, flamboyante, impériale, une histoire que l'on ne raconte pas assez. Aujourd'hui, on remonte le temps. Alors, le Mali tel qu'il se présente aujourd'hui ne peut être pleinement compris sans plonger dans les profondeurs de son histoire millénaire. Car derrière les soubresauts de l'actualité et les choix du général Assimi Goïta se cache un passé aussi dense que glorieux. Loin des clichés du pays en crise, le Mali est l'héritier d'une civilisation parmi les plus prestigieuses que l'Afrique ait portée. L'actualité, comme les feuilles d'un arbre, ne fait que révéler les racines invisibles de l'histoire. Chaque événement est le fruit d'une dynamique inscrite dans le temps. Comprendre le présent malien exige de revisiter le legs des siècles passés, de remonter à la source de ce qui fait l'âme du pays, son empire, sa culture, sa présence politique, ses institutions et ses valeurs. Au XIIIe siècle, émergeait sous la conduite du roi Soundiata Keïta un état d'une puissance inédite, l'Empire mandingue. Ce dernier allait rayonner bien au-delà de ses frontières, bâtissant les fondations de ce qui devient l'Afrique de l'Ouest musulman. Ce fut l'âge d'or du Mali impérial, successeur de l'Empire du Ghana et précurseur de l'Empire Songhai. L'administration y était centralisée, efficace et bâtie sur une économie florissante nourrie par les routes commerciales transsahariennes. Or, cuivre, sel, étoffe, autant de richesses qui circulaient entre les mains des marchands et des diplomates de Tombouctou, Gao et Djenné, ville phare de cette civilisation soudano-islamique. En 1236, lors de son intronisation, Soundiata Keïta fit adopter ce que l'on appelle aujourd'hui la charte du Mandingue, connue aussi sous le nom de la charte de Kouroukanfouga. Véritable socle éthique et politique, ce texte millénaire affirme des principes universelle d'une modernité saisissante, un rejet de l'esclavage, égalité entre les hommes, interdiction de la guerre injuste, respect de la parole donnée. Bien avant les Lumières, le Mali portait déjà en elle les germes des droits humains. Au XIVe siècle, l'Empire du Mali atteignit son apogée sous le règne de Mansa Moussa, surnommé le roi des rois. Lors de son pèlerinage à la Mecque en 1324, il fit un arrêt spectaculaire au Caire où il dépensa des quantités colossales d'or, au point de provoquer un effondrement temporaire du marché du métal précieux au Moyen-Orient. La rumeur d'un royaume africain aux richesses inépuisables fit alors le tour du monde connu. Des décennies plus tard, en Espagne, cette légende inspira une carte devenue célèbre, extrait de l'Atlas catalan de 1375. On y voit Mansa Moussa représenté avec une couronne majestueuse tenant un énorme lingot d'or. Ce mythe d'un Eldorado africain alimentera pendant des siècles la soif de conquête et d'appropriation des puissances européennes. Le mot Mali serait une déformation du terme mandin, nom donné à la terre ancestrale par ses propres habitants. Mali signifie le lieu où vit le roi. Expression qui prend tout son sens quand on se rappelle que Soundiata Keïta, fondateur de l'Empire, portait le titre honorifique de Mari Diatta, soit le prince lion. La capitale impériale
Niani, aujourd'hui situé dans la Guinée actuelle, symbolisait le cœur d'un État visionnaire, riche non seulement en or, mais aussi en idées, en institutions et en valeurs. Aujourd'hui, alors que le Mali cherche à retrouver sa souveraineté, son identité réelle et sa dignité bafouée, il est essentiel de se souvenir de cette grandeur ancienne. Le combat pour la libération actuelle ne fait que prolonger une longue tradition de résistance, de pensée politique autonome et de leadership africain. Les décisions du présent, qu'elles soient militaires, diplomatiques ou économiques, prennent tout leur sens lorsqu'on les relie à ce fil rouge qui unit l'empire d'hier au Mali d'aujourd'hui. Lorsque l'on scrute les traces du passé, un constat s'impose avec force. Le Mali médiéval fut l'un des géants de son époque. Il ne s'agit pas simplement d'un empire puissant, mais d'une véritable civilisation rayonnante, respectée au-delà de ses frontières. L'empire du Mali, au fait de sa gloire, a brillé sur les plans politiques, économiques, militaires et culturels, imprimant sa marque sur l'histoire du monde. Par ses victoires militaires retentissantes, ses réseaux commerciaux étendus, ses centres de savoir comme Tombouctou, ses universités, ses érudits, le Mali a nourri l'humanité. Il a enrichi la civilisation mondiale avant de connaître, comme tout autre empire, un lent déclin, une chute inexorable dans la décadence. À bien des égards, l'empire du Mali peut être comparé à l'Union soviétique, deux entités aux ambitions titanesques qui ont dominé leur époque avant de s'effondrer, laissant derrière eux un héritage complexe. L'URSS, puissance mondiale, a cédé la place à la Russie nouvelle, dirigée aujourd'hui par Vladimir Poutine, aux antipodes de l'idéologie socialiste de ses débuts. De la même manière, l'ancien empire malien a laissé place à un État républicain, dirigé non plus par un monarque, mais par un président, le général Assimi Goïta. Le Mali aujourd'hui n'est pas un empire monarchique, il est une république démocratique et libérale, issue d'un long processus historique marqué par la colonisation, la lutte pour l'indépendance et les métamorphoses politiques successives. Après l'éclatement de l'Afrique orchestré par les puissances européennes à la fin du 19e siècle, ce qu'il restait de l'empire du Mali est tombé sous la domination française. La colonisation ne s'est pas imposée par consensus mais par la ruse, la diplomatie manipulatrice et surtout la force brute. D'abord désigné sous le nom de Soudan français, le territoire malien subit une conquête méthodique. Les dates en témoignent. Saboussir en 1878, Kita en 1881, Bamako en 1883, Ségou en 1890, Tombouctou en 1894, Sikasso en 1898, Gao en 1899. Chaque ville tombait l'une après l'autre sous le joug de l'armée française. Cette avancée coloniale s'est accompagnée de tactiques sournoises. Accords piégés, divisions entretenues entre les royaumes, promesses non tenues. Les chefs résistants, ceux qui osaient s'opposer à l'expansion impérialiste, ont été éliminés sans pitié. Nyamodi Sissoko, Samori Touré, Babemba Traoré, tous ont été les victimes héroïques d'un affrontement inégal. En 1960, le Mali accède à l'indépendance avec Modibo Keïta à la tête dans un contexte marqué par une soi-disant souveraineté encore fragile, encore sous influence. L'héritage impérial du Mali n'a pas disparu. Il subsiste dans la mémoire collective, dans les aspirations de liberté, dans la quête actuelle de dignité et de pleine souveraineté. Aujourd'hui, sous le leadership du général Assimi Goïta, le Mali tente de renouer avec une certaine grandeur, de se réapproprier son destin, loin des tutelles anciennes. Le chemin est complexe, semé d'obstacles, mais il s'inscrit dans une longue continuité, celle d'un peuple qui refuse de plier, qui connaît son histoire et qui, malgré les blessures, n'a jamais cessé de vouloir être maître de lui-même. L'histoire de l'indépendance du Mali s'inscrit dans la grande fresque de la décolonisation africaine, marquée par les alliances fragiles, des ambitions panafricaines contrariées et une volonté farouche d'autodétermination.
C'est à partir de 1945, dans les décombres encore fumants de la Seconde Guerre mondiale, que s'amorce la vie politique moderne au Soudan français, futur Mali. La France, toujours puissance coloniale, accompagne, non sans arrière-pensée, l'émergence de plusieurs formations politiques. Parmi elles, le Parti démocratique soudanais, idéologique, proche du Parti communiste français, le Bloc démocratique soudanais, le Parti progressiste soudanais, PSP, et surtout le Rassemblement démocratique africain, RDA, qui finira par fusionner avec le Parti démocratique soudanais pour former l'Union soudanaise RDA. À la tête de ce grand rassemblement progressiste, Mamadou Konaté comme président et Modibo Keïta, figure montante du nationalisme africain, comme secrétaire général. Mais très vite, un débat fondamental divise les élites politiques africaines, celui de l'unité continentale. Le projet de fédéralisme, véritable colonne vertébrale du panafricanisme, suscite des tensions. D'un côté, Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor, fervent défenseur d'une fédération africaine forte, de l'autre Félix Houphouët-Boigny, promoteur d'un souverainisme ivoirien réticent à une intégration politique régionale. C'est ainsi que naît le 4 avril 1959 la Fédération du Mali, réunissant le Soudan français, futur Mali, et le Sénégal. Dakar devient la capitale fédérale. Senghor préside la première assemblée, tandis que Modibo Keïta est nommé chef du gouvernement fédéral, puis président de l'exécutif de la fédération. Entre janvier et avril 1960, à Paris, la fédération engage des négociations avec la France. Celle-ci débouche sur une série d'accords qui transfèrent aux États fédérés les compétences auparavant détenues par la communauté franco-africaine. Je voudrais tout d'abord vous présenter le président Modibo Keïta, dont la carrière politique est déjà longue, bien que ce soit un homme très jeune, puisqu'il a été député maire de Bamako, puis successivement secrétaire d'État dans le cabinet Bourges-Pounouri et dans le cabinet Gaillard. Monsieur le Premier ministre, la presse a parlé à tort ou à raison, a parlé de bouderie devant votre abstention à la 3e session du Conseil exécutif de la communauté. Faut-il vraiment parler de bouderie? Non, il ne faudrait pas parler de bouderie. Mon absence se justifiait par le fait que je voulais que le Conseil exécutif prenne une décision sur la représentation du Mali au Conseil exécutif. Oui, je crois qu'il est bon de rappeler que au Conseil exécutif, le Sénégal et le Soudan, qui font tous les deux partie de la Fédération du Mali, ont chacun un siège et que le Mali aurait désiré avoir un siège supplémentaire. Est-ce qu'une solution, Monsieur le Président, a été trouvée? Oui, ce matin, au cours de l'entretien que j'ai eu avec le président général de Gaulle, nous sommes arrivés à une solution qui, à mon avis, peut donner satisfaction à mes amis. C'est qu'étant donné que je suis le président du gouvernement de la République soudanaise et le président de la Fédération du Mali, et que cette fédération a certaines compétences dont les deux États se sont dessaisis, je pourrais donc au Conseil exécutif intervenir au nom de la République soudanaise et au nom de la Fédération du Mali qui groupe le Soudan et le Sénégal. Eh bien, c'est parfait. Je crois que cette conversation avec le général de Gaulle a duré très longtemps, a duré plus d'une heure. Je suppose donc que vous avez abordé d'autres problèmes. Puis-je vous demander lesquels? Oui, nous avons abordé des problèmes touchant l'évolution de l'Afrique. Et j'ai eu la satisfaction de constater que le général de Gaulle est très ouvert sur cette question et qu'il n'écarte pas a priori devant le problème que va poser l'indépendance du Cameroun et du Togo, une éventualité d'une promotion politique des États de la communauté. Et quelle est l'impression générale que vous retenez de cette conversation avec le général de Gaulle? Eh bien, c'est la 3e fois que je rencontre le général de Gaulle. Et cette fois-ci, comme les précédentes, j'ai gardé de mon entretien avec lui un excellent souvenir. Et j'ai eu en face de moi un homme dégagé des préoccupations partisanes. Diplomatie, défense, politique économique, justice, enseignement supérieur, transport et télécommunications. Les textes sont ratifiés entre juin et juillet 1960, tant par le Parlement français que par les assemblées des États membres. L'indépendance est officiellement proclamée le 20 juin 1960. Mais cette avancée historique ne masque pas les lignes de fracture interne à la fédération. Très vite, les désaccords entre les partenaires sénégalais et soudanais s'intensifient. Les Soudanais militent pour une fusion rapide des deux entités avec Modibo Keïta à la tête d'un État unifié. Cette ambition est mal perçue à Dakar, où Senghor et son entourage redoutent une hégémonie malienne. Dans l'ombre, la France, agacée par l'élan panafricain porté par la fédération, joue un rôle trouble. Le 20 avril 1960, l'Assemblée nationale sénégalaise proclame unilatéralement l'indépendance du Sénégal. L'état d'urgence est décrété, les frontières sont fermées,
les voies de communication vers le Soudan coupées, Modibo Keïta est renvoyé Manu Militari à la frontière. Le 5 septembre, Senghor devient officiellement président du Sénégal. Le 22 septembre 1960, le Soudan français, désormais seul, proclame à son tour son indépendance tout en adoptant le nom de République du Mali en hommage à l'empire médiéval du même nom. La fédération du Mali s'effondre définitivement après à peine 3 mois d'existence. Le 28 septembre 1960, le Mali et le Sénégal font leur entrée séparée aux Nations Unies. Ce rêve brisé de fédération restera un symbole fort, celui d'une Afrique qui déjà aspirait à l'unité, mais dont les ambitions ont été étouffées à la fois par des intérêts extérieurs et par des fractures internes encore non résolues. Bien avant de conquérir sa souveraineté, le Soudan français, futur Mali, a traversé de nombreuses épreuves politiques marquées par une gestion coloniale profondément inégalitaire. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'administration française instaure un système électoral à 2 vitesses, révélateur de son esprit ségrégationniste. D'un côté, un collège réservé aux citoyens français, c'est-à-dire aux colons, et de l'autre, un second destiné aux populations africaines, qualifiées d'indigènes. Ce second collège, conçu pour contenir la participation politique autochtone, regroupe 4 grandes catégories: les fonctionnaires africains et agents de l'administration, les anciens militaires, les chefs coutumiers et notables, les citoyens titulaires au minimum d'un certificat d'études primaires. C'est dans ce contexte de contrôle serré que naissent les premiers partis politiques soudanais. Le Parti démocratique soudanais voit le jour le 6 janvier 1946, suivi de près par le Bloc démocratique soudanais le 26 janvier et le Parti progressiste soudanais le 13 février de la même année. À l'échelle régionale, un événement majeur s'impose: la fondation du Rassemblement démocratique africain, RDA, entre le 18 et le 21 octobre 1946, qui fédère les mouvements de lutte anticoloniale à travers l'Afrique francophone. Lors des élections législatives de novembre 1946, le PSP parvient à envoyer 3 députés au Parlement français contre un seul pour l'USRDA. Mais la tendance s'inverse rapidement aux élections municipales du 12 avril 1953 à Bamako, puis celle du 18 novembre 1956. L'USRDA s'impose nettement. Modibo Keïta devient alors pour le premier maire élu de Bamako, symbole fort d'un changement en marche. Le scrutin de mai 1957 destiné à désigner les membres de l'Assemblée territoriale confirme cette dynamique. L'USRDA obtient 35 sièges, le PSP seulement 5. En 1959, dans un climat de transition politique, les 2 partis s'unissent de fait en un parti unique, consolidant ainsi le leadership de l'USRDA sur la scène politique locale. Derrière le rideau de l'Union française, créé par Paris pour maintenir l'illusion d'un partenariat avec ses colonies, se cache une structure autoritaire subtilement camouflée. Cette union englobe la France métropolitaine, ses départements et territoires d'outre-mer, ainsi que ses colonies africaines. Chaque territoire possède un conseil général élu par double collège. En apparence démocratique, cette institution est dépourvue de réel pouvoir. Elle se contente de rendre des avis consultatifs. Le véritable pouvoir est détenu par le gouverneur représentant de l'État français, soumis uniquement à Paris. Au sommet de cette structure coloniale, un grand conseil fédéral régit les entités de l'Afrique occidentale française, AOF, et de l'Afrique équatoriale française, AEF. Siégeant à Dakar, il est composé de 5 membres par territoire, dominé par un gouverneur général et un haut commissaire nommé par la France. L'Assemblée de l'Union française est-elle aussi structurée de manière à maintenir la même mise de Paris? Une moitié de ses membres provient des conseils généraux africains, l'autre du Parlement français. Là encore, son rôle reste consultatif. Alors, petit à petit, sous la pression des revendications populaires, des réformes sont concédées. Les conseils généraux deviennent des assemblées territoriales, élues cette fois-ci au suffrage universel direct. Elles disposent de compétences élargies, mais toujours limitées. Chaque assemblée élit 5 représentants pour siéger au Grand Conseil de l'AOF ou de l'AEF. Mais dans les faits, la tutelle française reste omniprésente. Un chef de territoire nommé par Paris préside le conseil de gouvernement dont les décisions peuvent être annulées à tout moment par le ministre français de l'outre-mer. Le tout premier conseil de gouvernement au Soudan français
est institué le 21 mai 1957 sous la présidence de Jean-Marie Koné. Peu après, Modibo Keïta accède à une fonction gouvernementale de rang national. Secrétaire d'État à la présidence du Conseil dans le cabinet Félix Gaillard du 6 novembre 1957 au 17 mars 1958. Avant de crier victoire en 1960, le Mali a dû naviguer entre manipulation coloniale, éveil des consciences et construction progressive d'un pouvoir autonome. La période d'après-guerre fut décisive car elle marque l'émergence de leaders comme Modibo Keïta, figure de la transition entre soumission imposée et souveraineté conquise. L'histoire politique du Soudan français n'est pas une simple chronique institutionnelle. Elle est celle d'un peuple qui, malgré les carcans administratifs et les illusions démocratiques de la France coloniale, a su faire entendre sa voix. L'histoire du Mali n'est pas celle d'un pays pauvre. C'est celle d'un peuple riche de civilisation, de savoir, de dignité. Retrouver cette mémoire, c'est retrouver sa force. Alors, partage cette vidéo pour que cette histoire vive encore. Tu peux liker, commenter et t'abonner pour redonner à l'Afrique son histoire, sa vérité, sa lumière. C'était moi, Larry Yaman, sur ma chaîne. Je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. À la prochaine.